Bonjour et bienvenue dans cette série de capsules sur la transformation numérique dans le cadre de l'initiative Intraprenez du regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec. Mon nom est Stéphane Ricoul et j'aurai le loisir aujourd'hui de m'entretenir avec Audrey Hamel de chez Talsom pour nous parler de conduite du changement. Bonjour Audrey. Salut Stéphane. Hey Audrey. Oui. Tu es d'accord avec moi pour dire que les technologies, là, c'est un univers absolument fascinant? Oui, tout à fait. Bon, maintenant, es-tu d'accord avec moi pour dire que le plus important là-dedans, c'est la mise en œuvre des technologies? Oui, tu as raison. Parfait. Donc, la table est mise. Oui. Dans une autre capsule, on a parlé de gestion de changement. Puis toi, aujourd'hui, tu viens nous parler de conduite de changement. Oui. Je veux juste que les choses soient bien claires pour moi et pour ceux qui nous écoutent. Conduite de changement versus gestion de changement, c'est-tu du pareil au même? Y a-t-il des différences? Oui, effectivement. Puis tu fais bien de poser la question. Je comprends que des fois, ça peut être un peu... ça peut amener un peu de confusion, finalement. Ouais. La conduite du changement, c'est très simple, en fait. C'est la mise en œuvre des activités de gestion de changement dont on a entendu parler dans une capsule précédente. En fait, je vais t'expliquer pourquoi c'est important, la conduite du changement dans un projet de transformation numérique. On a entendu parler du triangle d'or de la gestion de projet dans la capsule qui portait sur la gestion de projet. Sache que, en fait, la gestion du changement ou la conduite du changement peut aussi avoir un impact sur ce triangle d'or-là. Si je te donne un exemple auquel je pense que plusieurs personnes vont pouvoir référer, celui de la formation. Si la formation, en fait, on la donne à un moment où les gens résistent aux nouvelles technologies, aux nouveaux outils, ne sont pas d'accord avec le projet qu'on leur propose, il y a peu de chances qu'ils retiennent, qu'ils soient ouverts aux nouveaux apprentissages, qu'ils retiennent finalement ce qu'on va leur montrer en formation. Ouais, on peut s'entendre que ça peut arriver. Ça peut arriver, quelquefois, oui. Alors, en conduite du changement, c'est sûr que c'est une approche proactive où on va essayer le plus possible d'amoindrir ou d'éliminer les résistances en amont. Question que le fameux triangle d'or conserve son équilibre, qu'on n'ait pas à refaire des sessions de formation, à proposer des nouvelles façons d'acquérir les nouvelles connaissances et donc d'avoir un budget ou d'avoir à réinvestir dans le budget pour pouvoir atteindre nos objectifs. Alors, essentiellement, c'est quelque chose quand même avec quoi on va travailler pour atteindre autant nos objectifs sur le volet humain que technologique à l'intérieur du projet. Ça t'explique un petit peu pourquoi c'est important. Je le résume simplement en disant que la conduite du changement, c'est une démarche qui est là pour accompagner les individus à travers la transformation. On va s'assurer qu'ils comprennent, qu'ils adoptent, qu'ils acceptent les nouvelles technologies, les nouvelles façons de travailler. Puis il y a souvent une personne qu'on va identifier comme spécialiste de la conduite du changement qui va être là pour bâtir une stratégie et différents plans aussi pour accompagner les gens. On peut parler de plans de formation, de communication et de soutien, par exemple. OK. Donc, si je comprends bien, pour réussir correctement une gestion, pour qu'elle soit efficace, une gestion du projet de transformation numérique, conduite de changement plus gestion de projet, ça nous permet d'atteindre ça. Est-ce que je me trompe? Tu ne te trompes pas. Okay. En fait, c'est pas garanti qu'on va atteindre les objectifs pour autant. Par contre, oui, je suis d'accord avec toi que le plan de projet, tout comme le plan de conduite du changement, sont deux éléments qui vont vraiment nous permettre d'atteindre les objectifs avec plus d'efficacité. Même que dans un projet qui est très bien géré, les deux plans devraient s'influencer mutuellement le plus possible. Le plan de projet, le même pour la conduite du changement, c'est vraiment la base. Alors, on va venir intégrer nos activités à l'intérieur du plan de projet dans un ordre qui va être logique et qui va, en fait, là, venir être cohérent avec ce qu'on propose en gestion de projet. Je te donne encore là un exemple très concret. Oui. Si, par exemple, à l'intérieur d'un projet, on n'a pas encore défini les processus futurs, qui est une activité qui appartient typiquement plus à la gestion de projet. Puis, on se questionne encore sur... en fait, il y a certaines décisions fondamentales qui n'ont pas été prises. Bien, en conduite du changement, une activité qu'on fait typiquement, l'analyse d'impact, va être plus difficile à mettre en place parce qu'on n'aura pas cette idée-là concrète et détaillée du futur pour les employés. On ne sera pas encore capable de dire de quoi ce futur-là va avoir l'air pour eux. Alors, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'assurer d'arrimer cette activité-là ou de l'aligner à un moment où l'information va être disponible à l'intérieur là, de notre projet. En fait, un projet qui est bien géré, c'est autant le volet humain que le volet technologique qui compte. Donc, je fais juste un petit parallèle. Là. Si un projet qui est très bien géré, qui respecte son budget, ses délais, son échéancier, mais pour lequel il n'y a aucune adoption,
il n'y a pas de gens qui s'engagent, qui embarquent, ouais. effectivement, ben, ça va être difficile de connaître du succès. Ça va de clair. soi. Ça va de soi. J'ai quelques statistiques pour toi qui sont super intéressantes de la firme Prosy, qui a quand même mené plusieurs études à ce sujet. Puis, en fait, les statistiques, là, ce qu'elles disent, c'est que quand la conduite du changement est efficace à l'intérieur d'un projet, on a 6 fois plus de chances d'atteindre les objectifs de ce projet-là. Ah oui, quand même, c'est pas négligeable. 6 fois, 5 fois plus de chances de respecter les délais et 2 fois plus de chances de respecter le budget. Non, c'est pas négligeable. OK, intéressant, intéressant. Puis, au-delà, tu parles beaucoup d'arrimage entre gestion de projet, gestion de changement. Au-delà de cet arrimage-là, est-ce qu'il y a d'autres sources potentielles de conditions de succès, en quelque sorte? Oui, puis il y en a plusieurs. On a entendu parler dans une capsule précédente de leadership du changement. C'est une des conditions de succès qui est non négligeable. D'avoir des gestionnaires qui sont engagés, qui ont une certaine proximité avec les employés, qui sont là, disponibles pour répondre aux préoccupations. Ça, on ne peut pas passer à côté. Mis à part ça, ben, il faut aussi se rappeler que les employés vont passer à travers une phase de transition qui va les amener à progresser à l'intérieur d'un modèle qu'on appelle le modèle ADKAR, qu'on a également vu dans un épisode précédent sur la gestion de changement. Pour rappel, là, on parle des phases de sensibilisation, de désir, de connaissance, d'habileté et de renforcement. Absolument. À l'intérieur de ces phases-là, en fait, il y a différentes activités qui vont être mises en œuvre. En conduite du changement, une des conditions de succès, c'est de s'assurer de planifier nos activités dans un ordre logique pour permettre cette progression-là des employés à l'intérieur du modèle le plus possible. Je te donne un exemple ici. Si, par exemple, on propose des formations aux employés, mais qu'on n'a pas pris la peine de leur communiquer en amont quel était le changement, quelles sont les raisons qui nous poussent à faire ces changements-là, ce projet-là, pourquoi on le fait maintenant, de quoi leur futur va avoir l'air, j'en ai parlé un peu, mais ça va être difficile pour ces employés-là de s'engager. Et puis, éventuellement, si on leur donne une formation, on peut penser qu'ils vont être peu ouverts aux nouveaux apprentissages. Alors, vraiment, tout ça se fait dans un ordre logique qui est réfléchi, qui est planifié, qui est délibéré. Alors, vraiment, super important là, de s'assurer que tout est fait de façon conforme à cet égard-là. Ben, je vais peut-être te faire sourire un peu là-dessus, mais bon, je ne peux pas m'empêcher que de faire la comparaison avec une recette de cuisine. J'ai l'impression que tes conditions de succès doivent être là au bon moment et auprès des bonnes personnes. Est-ce que, je parle de recette, mais est-ce qu'il y a une façon de faire, une méthodologie, une approche quelconque pour s'assurer de ça? Oui. Puis j'aime l'analogie de la recette. Par contre, on sait, dans une recette, on peut parfois changer certains ingrédients puis arriver avec un résultat qui est assez similaire, même des fois meilleur que ce qu'on avait anticipé. Alors, bien que la recette existe, ben, il faut quand même faire preuve de flexibilité. On sait, des fois, on a des projets qui sont dans des contextes différents. On n'a pas toujours accès au même nombre de ressources. La capacité peut être variable aussi. Alors, il faut vraiment s'arrimer à ça le plus possible. Puis à cet effet-là, ben oui, il existe une approche, une démarche structurée qu'on peut mettre en place dans le meilleur des mondes qui va être composée de différentes étapes. Je vais te les exposer, comme ça nous donne un peu une idée de ce qu'on peut mettre en place. Sachant que là, on est dans un ABC, mais que dans certains contextes, on pourrait aller à l'étape C avant de faire la A et ça pourrait donner un résultat qui est assez similaire aussi. De là, la flexibilité là, de laquelle je parle. Mais il n'y a pas d'improvisation à proprement parler. Alors, on va quand même bâtir nos stratégies, bâtir nos plans dans ce qui nous semble le plus logique. Dans cette approche-là parfaite ou cette recette-là parfaite, souvent, on va commencer par une phase de cadrage. La phase de cadrage, ce qu'elle permet de faire, c'est de déceler à l'intérieur de l'organisation ou du contexte, on peut parler d'une équipe là, sur les projets à plus petite échelle, quelles sont les bonnes pratiques, les modes de fonctionnement, quel est l'historique des changements passés. Qu'est-ce qui s'est bien passé, moins bien passé? Quels sont les risques aussi qu'on peut anticiper par rapport au projet qu'on met en place? Souvent, ça se fait en rencontrant des personnes de l'organisation ou de l'équipe pour bien comprendre. Et une fois que ça c'est fait, une fois qu'on a bien compris, qu'on s'est bien imprégné de là où on met les pieds finalement à l'intérieur du projet, bien, on peut tranquillement entrer dans une phase de préparation qu'on va appeler, qui va nous permettre d'établir notre stratégie à plus haut niveau puis de commencer à définir nos différents plans. Plan de communication, plan de formation, plan de soutien. Tout ça, bien évidemment, de façon cohérente aux besoins qui nous ont été partagés dans la phase de cadrage. Le plus aligné possible avec le contexte, avec l'organisation. Puis toujours en répondant aux besoins du projet aussi. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va tranquillement bâtir un échéancier pour s'assurer qu'on planifie finalement les activités requises selon les risques, selon les leviers, les freins aussi qu'on a relevés.
Une fois que ça c'est fait, bien, on a une phase d'exécution qui est un enchaînement logique finalement des différentes activités dans le temps. Phase pendant laquelle on va aussi s'assurer de mesurer à certaines reprises qu'on atteint bel et bien nos objectifs avec les activités qu'on met en place, puis que les gens progressent bien dans le modèle ADCAR, le fameux modèle ADCAR. On sait, le déploiement, c'est un moment qui est quand même charnière là, à l'intérieur d'un projet. Ouais, c'est un grand moment. C'est un grand moment, empreint de fébrilité, puis souvent, tous les efforts qu'on a déployés avant nous mènent à cette étape-là qui est cruciale, mais le projet ne s'arrête pas là. Souvent, c'est le début, en fait, de la mise en place des changements, puis on veut que ces changements-là soient menus, qui perdurent dans le temps. Alors, on va passer aussi par une phase de renforcement pour s'assurer de continuer de mesurer la progression des employés dans le temps, mettre en place des actions correctives aux besoins. Puis, bien important, féliciter aussi les gens, les récompenser, leur donner la petite tape dans le dos dont ils ont souvent besoin à ce moment-là aussi parce qu'ils ont travaillé fort, ils ont mis l'épaule à la roue. Souvent, un projet, c'est épuisant. Oui. Et donc, on va quand même en profiter avec eux là, pour souligner tout ça. Alors ça, c'est la recette parfaite, mais sachant encore là qu'il faut faire preuve de flexibilité. On peut l'adapter. Voilà. Dans nos différentes discussions de préparation à ce podcast-là, j'avais pris note d'une certaine séquence des choses. Je vais te les donner, puis tu vas me dire si c'est correct, puis après, je vais avoir une question pour toi par rapport à ça. D'accord. La première des choses, j'avais pris note que c'était super important de bien définir le contexte en premier. Ensuite, de bien définir le changement, puis de faire le tout assez tôt pour enfin bien définir les activités puis leurs séquences. Là, on parle beaucoup d'activités depuis le début. Oui. Est-ce que tu es capable de nous en donner quelques exemples? Oui. Donc, des exemples plus concrets de livrables, finalement, qu'on pourrait mettre en place à chacune des phases qui ont été mentionnées. Absolument. Puis encore là, on a un bon coffre à outils en gestion de changement qu'on peut utiliser, dans lequel plusieurs livrables coexistent. Je vais quand même prendre la peine d'en exposer quelques-uns qu'on voit, je dirais, peut-être un peu plus typiquement à l'intérieur des projets de transformation numérique. Une des premières activités, là, si on le prend du tout début, ce serait vraiment de réunir les parties prenantes clés du projet pour définir notre vision. Il faut que la vision, elle soit claire, elle soit engageante. C'est ce qui va devenir un peu notre étoile du Nord. Et commune à tout le monde. Commune à tous, oui, absolument. On veut chanter la même chanson le plus possible, se rallier à ça. Souvent, dans les projets de transformation numérique qui sont assez longs, qui durent assez longtemps, on va parfois oublier pourquoi on fait le projet finalement. En cours de route? En cours de route. Puis c'est souvent vrai, quand on commence à être fatigué, un peu plus épuisé, on vit certains moments de découragement, puis là, on se demande, pourquoi c'est si important ce projet-là? Pourquoi on n'a pas investi ailleurs? Pourquoi est-ce que c'est ce projet-là qu'on a choisi parmi tant d'autres? Pourquoi je suis ici, moi, à la limite? Donc, il faut vraiment être capable de se rattacher à cette vision-là en tout temps. Alors ça, c'est vraiment une des premières étapes qui va nous suivre vraiment tout au long. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de Case for Change, argumentaire du changement. Oui, absolument. Oui. C'est un terme qu'on utilise souvent qui représente un outil vraiment précis qui va regrouper toutes les informations importantes autour du projet. Ça, c'est quelque chose qui doit devenir très tôt dans le projet, il me semble. Très tôt dans le projet, absolument. Okay. Dès les premières discussions, puis même à l'intérieur des entretiens qu'on va faire dans la phase de cadrage, on peut venir dégager certains éléments qui vont nous permettre de bâtir cet argumentaire-là du changement. On parle de vision. On insère aussi à l'intérieur de ça les bénéfices du projet, les impacts à haut niveau, les principaux groupes d'employés qui vont être touchés aussi par le changement. Donc, vraiment, c'est un bon résumé du projet et ça peut prendre différentes formes assez visuelles, dépendamment de ce qu'on désire mettre en place, forme d'affiches, des capsules, une allocution de la haute direction. L'idée, c'est vraiment que les gens, finalement, puissent y avoir accès facilement. Donc, il n'y a aucune part à l'improvisation là-dedans. Y a-t-il d'autres éléments incontournables que nos auditeurs pourraient prendre en considération? Oui, je dirais qu'un élément super essentiel à garder en tête, c'est la séquence des activités. Ça prend un échéancier, je l'ai mentionné rapidement, mais aussi une évaluation des efforts. Souvent, on parlait de l'arrimage d'entrée de jeu entre la gestion de projet, la conduite du changement. C'est aussi vrai pour les ressources qu'on va souvent partager. On va travailler avec les mêmes personnes à l'intérieur de l'organisation. Alors, c'est important qu'on évalue ces efforts-là puis que les ressources soient disponibles au moment où on en a besoin le plus possible. Anticiper le plus possible, mais pas avoir peur de s'ajuster non plus en cours de route si on voit que les besoins ne sont pas répondus, si les employés éprouvent des difficultés qu'on n'avait pas anticipées. Vraiment, quand on travaille à accompagner l'humain, là, c'est vraiment lui qu'il faut mettre au cœur de toutes nos interventions.
Écoute, merci beaucoup, Audrey. C'était vraiment très détaillé, très fort en informations. Merci énormément. Ça fait plaisir. Et pour vous qui nous écoutez présentement, ben, si vous voulez avoir plus d'informations, je vous invite à aller visiter le site web du Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec dans la section Intraprenez et je vous donne rendez-vous pour une autre capsule.